30, je pleurais en silence de Joe Peters. Chapitre 12. Réapprendre à parler. Parfois, quand j'allais à l'école le lundi matin, je n'étais sortie que depuis quelques heures de la maison de Douglas. J'étais alors plongée dans mes pensées, tentant de refouler tout ce qui m'était arrivé durant le week-end, d'éviter de contrarier mon entourage, de me cacher du monde. J'osais à peine lever les yeux sur le tableau une fois que j'étais assis à ma place dans la classe. Silencieux, en colère, renfermé, je donnais vraiment du fil à retordre aux adultes qui essayaient de m'aider. Ils ne pouvaient pas concevoir les images qui tournaient en boucle dans ma tête ou la souffrance physique que je ressentais après avoir été violée pendant tout le week-end par des hommes adultes. Tandis que les enseignants peinaient à m'ouvrir l'esprit et à encourager ma créativité, mon cerveau était encore tout engourdi après les humiliations que j'avais subies et la peur que j'avais éprouvée. J'avais toutes les raisons de croire qu'elle recommencerait le week-end suivant, peut-être même le soir, en rentrant de l'école. Le personnel de l'école et les services sociaux faisaient de leur mieux pour m'aider. Ils pensaient avoir affaire à un petit garçon profondément traumatisé par la mort affreuse de son père. Madame Meredith, l'enseignante qui s'occupait exclusivement de moi dans la classe, était une femme d'une trentaine d'années, très gentille et très chaleureuse. Elle avait pour tâche principale de m'aider à lire et à écrire. Elle était assise à côté de moi toute la journée. Pendant chaque cours, et aujourd'hui encore, je me souviens de son odeur agréable quand elle s'approchait de moi. Un mélange de fraîcheur, de propreté et de parfums fleuris. Quand elle essayait de me serrer dans ses bras simplement pour me réconforter, je ne savais comment réagir. Je me raidissais immédiatement par peur et par gêne, ce qui devait être embarrassant pour elle. Ça faisait bien longtemps qu'on ne m'avait pas touchée dans un autre but que celui de me battre ou d'exploiter mon corps. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un traiter son prochain avec affection. Ses efforts pour me faire sortir de ma coquille étaient vains la plupart du temps. J'étais coincée dans une sorte d'ornière mentale, trop effrayée pour sortir la tête et risquer d'éprouver des émotions nouvelles. Quand on me donnait un crayon et du papier, je me contentais de dessiner mon père carbonisé sous l'aspect d'un bonhomme en train de courir, poursuivi par les flammes qui ressemblaient à des ailes d'ange derrière lui. Parce que c'est tout ce que je voyais quand je regardais dans ma boîte à souvenirs. Rien de ce qui s'était passé dans ma vie depuis ce jour ne m'avait apporté un bonheur suffisant pour effacer cette image cauchemardesque. Tous mes souvenirs heureux s'étaient volatilisés à l'instant où la voiture avait explosé dans le garage, comme s'ils avaient été littéralement rongés par les flammes. Meredith essayait de m'inciter à dessiner autre chose. Elle ne me forçait jamais à faire ce que je ne voulais pas. Elle m'encourageait tout le temps, et cette solitude m'était totalement étrangère. Aucun adulte ne m'avait traité de la sorte depuis bien longtemps. Pourquoi ne dessinerais-tu pas une maison et des arbres demandait-elle. Tu pourrais t'amuser à représenter un chat ou un chien. Et si on dessinait un avion? Tu pourrais faire un dessin de ta maman que tu pourrais lui offrir en rentrant à la maison. Mon orthophoniste, Jill, était une autre femme très gentille qui faisait de son mieux pour me faire sortir de ma prison mentale et de mon silence. J'avais près de 9 ans lorsque nous avons commencé à travailler ensemble et grâce à ses encouragements et sa patience, j'ai fini par prononcer des mots à une syllabe, mais j'étais toujours incapable de les associer pour former une phrase sensée. Nous savions tous deux ce que mes grognements et mes bafouillis étaient censés signifier. Mais si je les avais testés sur mes camarades de classe, ils se seraient contentés de rire et m'auraient traité d'un tas de non-moqueurs. Elle me montrait des images et essayait de me faire parler de ce que je voyais, ou me demandait de dessiner à mon tour. Elle espérait ainsi rétablir la connexion entre ce que j'entendais et ce que je disais. Lorsqu'elle a réalisé la gravité du blocage qui empêchait mon cerveau et ma bouche de communiquer, elle m'a fait faire des exercices avec ma langue et mes lèvres pour que j'apprenne à émettre des sons correctement. Elle appuyait sur ma langue avec une spatule et me demandait de faire des bruits. Parfois, j'avais envie de tout laisser tomber et de m'enfuir. Si elle n'avait pas été si patiente et compréhensive, je n'aurais jamais tenu le coup pendant les premières séances. L'un des premiers mots que j'ai réussi à cracher fut « Putain !» En l'entendant, elle a sursauté et haussé les sourcils. À cette époque, ce juron était encore rarement utilisé dans les milieux polis,
Mais c'était un mot que mon entourage employait constamment, plus que n'importe quel autre terme, et il avait l'avantage aussi d'exprimer très succinctement ce que je ressentais. En plus, il n'était pas trop difficile à prononcer. Oh, a-t-elle dit en se ressaisissant très vite. Tu connais donc ce mot? Il semblait que j'avais réussi à surmonter mon blocage ce jour-là, car d'autres termes ont alors commencé à sortir de ma bouche, d'abord mal articulés et sans lien apparent les uns avec les autres. Puis, les mois passant, ils sont devenus de plus en plus distincts et compréhensibles au fur et à mesure que les muscles de ma langue, de ma gorge et de mes lèvres réapprenaient à fonctionner. Moi, disais-je fièrement. Joe. Pendant très longtemps, j'ai eu du mal à prononcer la première lettre des mots. Au lieu de dire doigt, je disais oua. Jill devait me montrer comment prononcer le son d pour que je parvienne enfin à dire le mot correctement. Je devais utiliser les mauvais muscles parce que mon cou enflait et j'avais la gorge irritée quand j'essayais de prononcer plusieurs mots distincts à la suite. La parole est une fonction que nous tenons pour acquise, mais quand il faut réapprendre à parler en partant de zéro, c'est une tâche incroyablement complexe et difficile. Des mots isolés, nous sommes passés aux histoires. Jill me montrait des dessins représentant une scène particulière et me demandait d'expliquer ce qui se passait. Maman, maison, proposai-je. Maman est rentrée, corrigeait Jill en m'encourageant à construire des phrases complètes. Puis elle est allée dans la cuisine pour faire du thé. Maman rentrée. Thé. Après des années de silence, il m'était déjà suffisamment difficile de trouver des mots isolés. Alors, comment aurais-je pu me soucier de les associer pour construire une phrase? On aurait dit que j'étais en train d'apprendre une langue étrangère et que j'essayais d'ajouter bout à bout les mots que j'avais appris dans l'espoir que mon interlocuteur me comprenne. Mais que je ne savais pas comment ajouter les liens entre ces termes pour exprimer toutes les subtilités et les nuances nécessaires à la construction d'un discours cohérent. Jill était d'une patience infinie et me faisait procéder étape par étape. Pourtant, la parole était loin d'être le seul problème que j'éprouvais sur le chemin de ma réinsertion sociale. Je n'avais aucune pratique dans l'exécution de certaines tâches qui étaient devenues complètement naturelles chez les autres enfants. Comme certains de mes muscles n'avaient pas été stimulés depuis des années, mes manières à table laissaient franchement à désirer, et j'avais aussi beaucoup de mal à coordonner mes mouvements. J'avais pris l'habitude de lécher les restes de nourriture qu'on me jetait à même le sol, ou de les attraper avec les doigts, si bien que j'étais très maladroit avec un couteau, une fourchette et une cuillère. Meredith devait m'apprendre ces gestes élémentaires et en même temps qu'elle m'enseignait la lecture, l'écriture et les maths. Je repensais souvent à ce que Wally m'avait dit. J'étais un enfant intelligent et un jour, je travaillerai très bien. Pourtant, ce n'était pas du tout le même sentiment que j'avais tandis que j'essayais d'acquérir les savoirs les plus élémentaires que les autres enfants maîtrisaient dès les premières années d'école. J'avais envie d'apprendre le plus de choses possible, mais parfois l'effort à fournir pour rattraper mon retard me paraissait insurmontable, et le découragement quand je parvenais pas à atteindre mes objectifs, même les plus modestes, ressemblait à une véritable humiliation. La plupart des enfants ne se souviennent pas de l'instant où ils ont réussi à maîtriser les gestes et les tâches élémentaires de la vie quotidienne. Ils pensent presque qu'ils savent les faire depuis toujours. Quel être normalement constitué se souvient du jour où il a réussi à lasser ses lacets, se brosser les dents tout seul, ou manger le contenu de son assiette avec une fourchette et un couteau? Eh bien, moi, je m'en souviens. Ma mère est parvenue à convaincre les enseignants que tous mes problèmes venaient de mon retard de développement, lui-même provoqué par le choc de la mort de mon père. Elle parlait toujours de mon cerveau dérangé. Je ne faisais que renforcer cette impression, car je passais moins de temps à dessiner l'accident. Je coloriais les flammes en orange, jaune et rouge vif, et j'appuyais tellement fort que je finissais par casser les mines de crayon.
J'étais visiblement obsédée par cet instant horrible dans ma vie et je n'avais jamais pu faire mon deuil correctement, ni me remettre de cette disparition tragique. La plupart des enfants, victimes d'un tel traumatisme, sont suivis par des psychologues, entourés par leurs proches, traités avec gentillesse et respect, alors qu'ils essaient de retrouver un équilibre et de recommencer à vivre une vie normale. J'avais pour ma part plutôt connu le contraire. Depuis l'accident de mon père, ma vie s'était transformée en enfer, et aucun des adultes qui m'entouraient n'avait essayé de remplacer les images terribles de mon père rongé par les flammes dans le garage. Maman avait toujours des réponses détaillées et charmantes à fournir aux autorités qui l'interrogeaient, et elle avait tellement l'habitude d'inventer des explications qu'elles semblaient toujours parfaitement plausibles. Quand il lui demandait pourquoi je mangeais comme un animal, elle répondait qu'elle avait essayé de m'apprendre à me tenir à table, mais que j'avais toujours refusé d'utiliser des couteaux et des fourchettes, et que je me jetais avec les mains sur la nourriture qu'on me présentait après, après avoir lancé les couverts dans la pièce. Elle se gardait bien de leur dire qu'elle ne me donnait rien pendant des jours, et qu'elle me faisait manger par terre ou dans la gamelle d'un chien. Parfois, quand je l'écoutais raconter la version qu'elle avait inventée, j'avais du mal à croire à mes propres souvenirs. Mais dès que nous rentrions à la maison, j'étais immédiatement replongée dans l'ambiance quand le monstre qu'elle avait toujours été ressurgissait en elle. Pourtant, malgré les déceptions et le retard accumulé, les efforts de Meredith et des autres enseignants ont fini par payer, et les premiers résultats se sont fait sentir. Libérée de ma cellule, autorisée à passer quelques heures par jour dans un univers relativement sûr où personne ne risquait de m'agresser outre les quelques enfants qui se moquaient encore de moi, je pouvais profiter d'une certaine stimulation mentale. Les choses qui me paraissaient incompréhensibles les premiers jours d'école ont commencé à avoir un sens. Petit à petit, j'ai rattrapé mon retard avec les autres enfants, même s'ils avançaient toujours plus vite que moi, quand nous apprenions de nouvelles choses, car leur savoir reposait sur des bases beaucoup plus solides que les miennes. Les efforts de Jill ont également payé, et à la veille de mon entrée au collège, à l'âge de 11 ans, je commençais à former des phrases entières. Pourtant, il arrivait encore que les mots m'échappent, surtout quand j'étais sous pression, et je me remettais à bégayer. Quel soulagement néanmoins quand j'ai prononcé mes premières phrases et que j'ai constaté que les gens autour de moi m'avaient entendu et avaient compris ce que j'avais dit. À présent que j'étais capable de communiquer presque librement avec le monde autour de moi, j'avais la sensation d'avoir été libérée d'une prison à l'intérieur de ma tête. Pour la première fois depuis des années, le monde extérieur entendait ce que j'avais à dire, savait ce que je pensais et ce que je ressentais. Je n'étais plus un simple objet silencieux, une source d'embarras dans les situations sociales et un problème pour les enseignants et les travailleurs sociaux. Je pouvais répondre à ce qu'on me disait, essayer des idées sur les gens et tenter de les faire rire. C'était là une sensation très agréable parce que, quand les gens riaient, ils ne me battaient pas et il arrivait même qu'ils apprécient ma compagnie. Au moins pouvais-je répondre aux questions qu'on me posait si j'en avais envie, même si je n'avais pas vraiment l'intention de raconter ce que je vivais. En effet, j'avais beau aller à l'école et parler comme n'importe quel enfant à présent, l'enfer que je vivais dès que je rentrais chez moi n'avait pas changé. Maman était maintenant devenue encore plus stricte pour assurer mon silence, maintenant qu'il y avait le risque que je raconte, écrive ou dessine ce que j'avais vécu pendant mes années d'enfermement dans la cave. Elle ne pouvait plus compter sur mon mutisme désormais. Elle devait me faire comprendre que j'aurais de gros problèmes si je ne lui obéissais pas à la lettre ou si j'essayais de lui causer des ennuis. Elle n'avait pas à s'inquiéter d'ailleurs. Je la croyais encore capable de me tuer si elle avait le sentiment que c'était nécessaire ou si je provoquais sa colère. Rien ni personne ne me terrorisait plus qu'elle. Dès que je franchissais le seuil de la maison après l'école, elle m'ordonnait de me déshabiller, de ne garder que mon slip et m'envoyer dans la chambre où je devais rester assis jusqu'à ce qu'elle ou un autre membre de la famille m'attribue une tâche. Il était difficile de savoir ce qui était pire, les heures que je passais à m'ennuyer et à fixer les aiguilles de la pendule, ou les tâches ingrates qu'on m'imposait à la maison quand ce n'était pas d'horribles actes sexuels avec Amani ou mes frères.
Même si les autres enfants à l'école pouvaient désormais plus ou moins comprendre ce que je disais, j'étais toujours considérée comme un phénomène. Bonjour Lou, merci pour le like, c'est gentil. Mais je n'étais plus le garçon qui ne parlait pas. J'étais le garçon avec un défaut d'élocution. Au milieu des années 80, les autorités scolaires ont commencé à engager plus d'enseignants pour aider les enfants qui avaient des besoins particuliers. Et j'étais beaucoup mieux encadrée que je ne l'aurais été 2 ou 3 ans auparavant. J'étais encore un enfant difficile et je décontenançais certainement les personnes qui s'occupent de moi. Les mots qui franchissaient le plus facilement mes lèvres n'étaient pas vraiment élégants. Il s'agissait d'expressions telles que va te faire foutre ou enculé, des mots que j'avais entendus maintes fois dans ma vie, comme s'ils avaient été littéralement martelés dans mon esprit. Quand j'insultais les personnes qui essayaient de m'aider, j'exprimais surtout ma colère et ma frustration en général. Si je me conduisais aussi mal, c'était en partie parce que j'étais frustrée par mon incapacité à faire la plupart des devoirs qu'on me demandait. Au bout de quelques années, je n'ai plus bénéficié de l'aide de Meredith. Une fois que j'ai acquis les bases, que j'ai su parler, lire et écrire, les autorités scolaires ont pensé que j'étais capable de suivre tout seul, mais je me suis surpris à perdre plusieurs fois le contrôle, tandis que je me débattais pour comprendre ce que les enseignants disaient ou écrivaient au tableau. À l'âge de 11 ans, je suis entrée au collège comme tous mes camarades, même si à l'époque, je n'avais que 2 ans d'école derrière moi et que je n'étais pas du tout armée pour assimiler le programme chargé du secondaire. Juste au moment où je pensais enfin avoir saisi un sujet, le professeur passait à autre chose. Les autres élèves avaient compris bien avant moi. J'étais beaucoup trop embarrassée pour demander à mes enseignants de s'arrêter et de tout me réexpliquer. Au bout d'un moment, je n'essayais même plus de suivre et je commençais à faire des bêtises pour masquer mes faiblesses. Je lançais des objets dans la salle de classe à l'aide de ma règle, je faisais des grimaces et je n'écoutais plus du tout ce que le professeur disait. Je voulais me faire plus d'amis possible. Je rêvais d'être populaire par mes camarades, et la meilleure façon de parvenir à mes fins était de profiter de chaque occasion pour faire rire les autres enfants. Ils n'avaient que aucun mal à me pousser à la faute, tout comme Larry et Barry me jouant des tours pour que j'énerve maman. Quand mes camarades de classe me mettaient au défi de faire quelque chose, je le faisais immédiatement juste pour leur plaire et pour qu'ils m'aiment. S'ils me disaient de lancer quelque chose dans le dos du professeur pendant qu'il écrivait au tableau, je le faisais, sans hésiter. J'héritais toujours une punition, naturellement. À côté des corrections que je recevais à la maison, aucune des punitions qu'on m'infligeait à l'école ne pouvait m'impressionner. Il ne parvenait à m'effrayer que lorsqu'il menaçait d'avertir maman, car je savais qu'une fois à la maison, elle me rouerait de coups. La plupart des enfants qui passaient leur temps à m'embêter dans mon ancienne école étaient allés dans d'autres collèges, si bien que j'avais l'opportunité de me faire de nouveaux amis qui n'avaient pas d'idées préconçues à mon sujet. Pete était dans le même établissement que moi, mais nous n'étions pas dans la même classe, car il était brillant, alors que, moi, je me battais pour suivre. Nous sommes restés bons amis, et j'ai fini par lui faire suffisamment confiance pour lui raconter un peu ce qui se passait chez moi. Je n'ai pas évoqué les sévices sexuels que je subissais, car c'était trop embarrassant. Mais quand je lui ai raconté de la violence de ma mère et de mes frères, il m'a dit que je devrais les dénoncer aux autorités compétentes et demander de l'aide. Il m'a dit qu'il existait des associations qui venaient en aide aux enfants maltraités par leurs parents et qu'il était possible de les appeler, mais je ne croyais pas du tout que ces personnes puissent m'aider. Pete venait d'un monde tellement différent du mien qu'il ne saisissait pas pourquoi je ne cherchais pas à m'adresser aux autorités compétentes. Ses parents connaissaient certainement toutes les démarches à suivre. Mais j'en étais parfaitement incapable. Même si je savais que Pete ne pouvait pas vraiment me comprendre, j'étais certain qu'il ne répéterait jamais mes secrets. Il avait toutes les raisons de me croire, car il avait lui-même fait les frais de la colère de maman lorsqu'il s'était présenté à notre porte pour m'inviter à venir jouer avec lui. Je ne sais pas comment il aurait réagi si je lui avais tout dit. Il m'aurait certainement forcé à dénoncer ma mère à la police ou aurait averti ses parents. Comme si j'en avais jamais parlé à personne. Je supposais que la plupart des enfants devaient satisfaire les fantasmes sexuels de leurs parents ou de leurs aînés.
Je ne pensais pas que la violence que nous subissions était normale, parce que j'avais remarqué que les autres enfants n'avaient pas peur de leurs parents, mais je ne savais pas ce qui se passait dans l'intimité de leur chambre à coucher. Je croyais que beaucoup d'adultes se servaient de leurs enfants pour assouvir leurs désirs sexuels. Il est déjà très déroutant pour un jeune garçon d'être soudain en proie à un désir sexuel, à une sensation qui lui était complètement étrangère 1 ou 2 ans auparavant. Mais pour moi, c'était encore plus déconcertant. J'étais partagée entre la peur, la culpabilité et l'irruption de ce désir. J'étais néanmoins certaine d'une chose, j'étais attirée par les filles, pas par les garçons ni par les hommes. Comme j'avais subi des sévices sexuels de toutes sortes par différentes personnes, je ne connaissais pas forcément la frontière entre les comportements acceptables et inacceptables. Un jour, merci, le poursuivi, c'est trop gentil. J'avais 13 ans alors, je me suis un peu trop enthousiasmée et j'ai touché une fille à l'école de façon complètement inappropriée, sans penser une seconde que je faisais quelque chose de mal. Elle est immédiatement allée voir le professeur pour me dénoncer et j'ai été conduite dans le bureau du principal. Il m'a expliqué que les garçons n'avaient pas le droit de faire ce genre de choses, même s'ils en avaient très envie. Je ne comprenais pas pourquoi cette histoire prenait de telles proportions, car je n'avais fait qu'effleurer la fille et je venais d'un monde où chacun prenait ce qu'il voulait sans se soucier des sentiments des autres. J'ai été horrifiée quand j'ai réalisé la gravité de mon geste aux yeux de la fille et du principal, et terrifiée quand il m'a dit que maman avait été convoquée à l'école pour parler de mon comportement dégoûtant. Comme d'habitude, quand maman est arrivée, elle a joué le rôle de la mère parfaite, exploitée par ses enfants, et qui n'arrive pas à comprendre comment son fils a pu la décevoir à ce point. J'étais assis à côté d'elle, la tête baissée, les yeux rivés au sol, n'osant pas ouvrir la bouche. Je savais que j'allais être rouée de coups une fois à la maison. Non pas parce que j'avais commis une faute en touchant cette fille, mais parce qu'elle était furieuse d'avoir été dérangée et de s'être trouvée dans une situation embarrassante devant le principal. Oh, je me demande bien où il a pu apprendre de telles manières, a-t-elle dit, tandis que je continuais à regarder le sol et que je brûlais de cracher tout ce que je savais et d'expliquer où j'avais appris à me conduire ainsi. Et je savais que, si je parlais, ma vie deviendrait un véritable enfer. J'avais beau avoir 13 ans et ne plus être un enfant, les secrets de ma mère étaient toujours bien gardés avec moi. Et qui aurait cru de telles horreurs de toute façon? Chapitre 13. L'appel de la liberté. Un matin, durant l'année de mes 13 ans, Pete est arrivé à l'école avec une terrible nouvelle. Ma mère et mon père ont décidé de m'envoyer dans un collège privé, m'a-t-il dit. Il pensait sans doute que notre école ne lui permettait pas d'exploiter pleinement son potentiel. Il avait donc inscrit dans un établissement où il pourrait tirer un meilleur parti de ses capacités. Peut-être croyait-il aussi que j'exerçais toujours une mauvaise influence sur lui et essayait-il de l'éloigner de moi. Je ne savais pas exactement à quoi ressemblait le genre d'école qu'il allait fréquenter désormais, mais j'ai tout de suite compris que je ne le reverrais probablement plus une fois qu'il serait là-bas. Je me suis dit qu'il allait disparaître de ma vie comme Wally l'avait fait, même s'il s'en défendrait. L'idée de perdre mon seul véritable ami me paraissait insupportable, et je me suis effondrée devant lui. Je me suis mise à pleurer comme un bébé, ce que je n'aurais jamais fait devant d'autres personnes, à part lui ou Wally. Je ne vais pas y arriver sans toi, ai-je dit en sanglotant. Mais bien sûr que si, et puis nous resterons en contact, a-t-il promis, en essayant de parler d'un ton détaché pour atténuer le choc et pour me convaincre qu'il n'y avait là rien de si grave. Non, ai-je dit. Tu dis que tu vas le faire, mais une fois que tu auras de nouveaux amis, tu m'oublieras. Mais si, je te promets que nous nous verrons encore, a-t-il protesté, mais j'ai vu qu'il n'était pas plus convaincu que moi. Je ne pouvais pas lui en vouloir de partir ailleurs. Je savais juste qu'il ne resterait pas en contact avec moi et je ne voulais pas attendre désespérément qu'il se manifeste, comme je l'avais fait il y a longtemps avec Wally. La déception avait été si cruelle que je ne pouvais pas y repenser sans revivre cette blessure profonde. Je ne voulais pas passer mon temps à courir après Pete et m'entendre dire chaque fois qu'il était trop occupé avec ses amis,
qu'il avait trop de devoirs ou des examens très importants à préparer et qu'il n'avait pas de temps à me consacrer. Je savais à quel point il était vain de nourrir des espoirs qui ne se réaliseraient jamais. Le retour à la réalité était trop douloureux. Je préférais regarder la vérité en face tout de suite, couper les ponts dès à présent et m'accommoder de cette situation. Je devais accepter de perdre Pete, mon seul véritable ami. Il m'avait annoncé la nouvelle un lundi matin et ces mots m'ont hanté pendant mes premières heures de cours. J'étais en état de choc et j'arrivais encore moins que d'habitude à me concentrer sur ce que disaient les professeurs. Pete était tout ce que j'avais de bien dans ma vie et je ne voyais plus l'intérêt de continuer à aller à l'école s'il n'y était plus. Je n'avais plus besoin qu'il me protège des autres élèves dans la cour de récréation, mais je savais que les cours ne m'apportaient rien, car j'étais trop à la traîne. Alors, si je ne pouvais même plus rester avec Pete pendant les pauses, je risquais de perdre vraiment mon temps. Tant que j'allais à l'école, j'étais obligée de rentrer tous les soirs à la maison et de replonger dans le cauchemar de ma vie familiale. En revanche, si je quittais l'école, je pourrais peut-être laisser derrière moi toute ma vie. Maman, Amani, Larry, Barry et l'ignoble Douglas. C'était comme si je venais d'avoir une illumination, comme s'il y avait eu un déclic dans ma tête, et j'ai commencé à envisager sérieusement la fuite. Je n'avais qu'une envie désormais, quitter l'école, la maison, mon passé. J'avais déjà envisagé de partir auparavant, des milliers de fois en particulier, quand j'étais enfermée dans la cave à la maison, ou dans l'une des petites chambres de la maison de Douglas. Pourtant, je n'ai jamais pu mettre au point un plan concret me permettant de prévoir où j'irai et ce que je ferai. Je ne croyais pas que je parviendrais à m'en sortir, et je savais que, quand la police me ramènerait à la maison, les conséquences seraient terribles pour moi. C'est pourquoi je n'avais jamais trouvé le courage d'aller jusqu'au bout. L'amitié de Pete, dont je profitais tous les jours de la semaine, m'avait retenu jusqu'à présent de faire une tentative. Ce frein venait d'être levé, et en outre, j'étais plus vieux désormais. J'étais adolescent. Était-ce vraiment une idée si déraisonnable que de commencer ma vie d'adulte un peu tôt? Mon cœur s'est mis à battre de plus en plus vite tandis que mon plan prenait forme dans mon esprit. Quand j'étais plus jeune, je savais que je serais très vite attrapée et ramenée immédiatement chez maman qui m'aurait fait payer chèrement ma fugue en me tabassant pendant des heures. À présent que j'étais plus vieux, cependant, je n'attirerais plus autant l'attention en me promenant seule dans la rue, et de plus, je parviendrais mieux à me débrouiller. Au moins, je savais parler désormais, et mon amitié avec Pete m'avait donné plus d'assurance. Je me suis dit que, si je parvenais à me cacher et à ne pas me faire remarquer pendant quelques années, je n'aurais plus jamais à retourner à la maison une fois que j'aurais atteint la majorité. Je serais alors libre de mener ma propre vie, loin de tous les gens qui voulaient me faire du mal et me traiter comme un esclave. Comment une vie de fugitive pourrait-elle pire que l'existence que j'avais connue à la maison et chez Douglas, même si j'étais contraint de vivre à la dure pendant quelque temps. Si j'avais pu survivre pendant 3 ans dans une cave, je pouvais sans doute survivre n'importe où. Une fois que l'idée a pris forme dans ma tête, elle m'a semblé évidente. C'était la solution pour laisser derrière moi tout ce qui me rendait malheureux. J'ai décidé d'agir immédiatement. Je ne voulais pas endurer une autre nuit d'humiliation, de souffrance et de mauvais traitements à la maison, si ce n'était pas nécessaire. En fait, la perspective même de retourner à la maison m'a paru insupportable tout à coup. L'appel du monde extérieur était maintenant trop fort. Je savais que je disposerais d'une heure au moment de la pause de midi. Personne ne peut... Pardon. Personne ne s'apercevrait de mon absence. Il fallait que je saisisse cette chance pour m'enfuir. Je dois rentrer à la maison, ai-je dit à Pete, lorsque nous nous sommes retrouvés comme d'habitude auprès de notre dernier cours de la matinée. Bah, qui vient te chercher? A-t-il demandé. La garce? Il appelait toujours maman ainsi depuis le jour où elle lui avait dit de foutre le camp quand il était venu frapper à notre porte. Oui, ai-je menti. Tu préviendras les professeurs de ma part? Mais bien sûr, a-t-il dit en haussant les épaules. Il a peut-être senti que mon comportement était bizarre, mais si c'est le cas, il a certainement mis sur le compte du choc qu'avait causé l'annonce de son départ.
Je suis allée dans le réfectoire et j'ai pris le plus de nourriture possible, juste assez pour ne pas attirer l'attention sur moi, puis je l'ai fourrée dans mes poches. J'ai ensuite quitté le réfectoire le plus nonchalamment possible. Je me suis rendue dans les vestiaires. J'ai fait les poches et les sacs de tous les élèves. J'ai aussi pris tous les vêtements qui pourraient m'être utiles une fois que je me serai débarrassée de mon uniforme. J'avais vraiment mauvaise conscience de voler les autres enfants, mais j'ai passé en mode survie et je savais que je ne pourrais pas tenir longtemps sans argent liquide. Et je ne pouvais pas me promener dans mon uniforme sous peine d'attirer l'attention des autorités. Une fois prêt, j'ai franchi le portail de l'établissement aussi calmement que les battements de mon cœur me l'ont permis, et j'ai continué à marcher sans regarder derrière moi. J'ai marché pendant des heures, mettant le plus de kilomètres possible entre mon passé et moi. Je me suis éloignée des zones d'habitation et me suis enfoncée dans la campagne. J'étais arrivée dans une région magnifique, bien connue, des vacanciers. Les campeurs, les touristes, les randonneurs venaient tous dans cet endroit en été, mais j'étais pratiquement certain de ne pas rencontrer quelqu'un de ma connaissance ici parce que nous n'étions qu'au mois de mars. À la bibliothèque, j'avais consulté plusieurs livres sur la survie depuis que je savais lire, car je rêvais d'aller vivre seule dans la nature. Je pensais en avoir appris assez pour être capable de me débrouiller. J'avais l'intention d'établir un campement quelque part dans les bois et de vivre comme Tarzan dans les films, et pourquoi pas me lier d'amitié avec les animaux comme il l'avait fait. Les animaux étaient sans doute beaucoup plus fiables que les humains. J'étais persuadée que toutes les épreuves que j'allais traverser en vivant dans la nature ne seraient rien à côté de ce que j'avais vécu à la maison. Plus je m'éloignais de chez moi, plus j'étais optimiste. J'allais m'en sortir. Je n'allais plus jamais souffrir. J'étais dorénavant un homme libre et je pouvais faire une croix sur mon enfance et penser à mon avenir. Vers 7 heures du soir, je me suis dit que j'avais parcouru suffisamment de kilomètres et que les personnes à ma recherche ne risquaient pas de venir par ici pour le moment. J'ai donc commencé à chercher un endroit où passer ma première nuit. Je m'approchais d'un groupe de grosses maisons entourées de terrains quand je suis tombée sur une douzaine d'enfants en train de jouer après le goûter. Ça faisait du bien de voir des visages aimables, des gens qui ne connaissaient rien de mon passé, et je me suis arrêtée pour leur parler. Ils semblaient venir d'un milieu aisé et ressemblaient beaucoup plus à Pete qu'à moi dans leur façon de s'exprimer. Leur maison était de véritables châteaux à mes yeux. Hé, d'où viens-tu m'amanda un garçon qui s'appelait John. Je visite juste le coin, ai-je répondu d'un ton vague. Pourquoi as-tu un sac a-t-il voulu savoir en montrant mon sac à dos d'école qui contenait toutes mes possessions matérielles. Ça te regarde pas, ai-je répondu. Tu veux jouer au foot a-t-il demandé en changeant de sujet. Pas le moins du monde déconcerté par ma réponse. Ouais, d'accord. J'ai accepté volontiers son invitation car j'avais besoin de compagnie et d'amitié. C'était agréable d'être avec un groupe d'enfants qui m'acceptaient tel que j'étais et qui ne savaient rien de mes origines. Je n'étais pas pour eux le petit garçon muet qui ne savait pas très bien lire et écrire pour son âge et qui en plus sentait mauvais. Pour eux, j'étais un étranger intéressant qui avait fait irruption dans leur petit monde protégé. Ils semblaient m'aimer pour ce que j'étais. Ils ont essayé de me poser d'autres questions et j'ai réussi à répondre suffisamment vaguement pour paraître crédible et aimable sans me trahir. Bonjour Léa, merci, c'est gentil. Tu seras là demain a demandé John quand il est devenu impossible de continuer à jouer à cause de l'obscurité et qu'il était temps pour eux de rentrer à la maison. Ouais, ai-je répondu en pensant que cet endroit n'était pas mal pour y passer quelque temps, d'autant plus que j'avais déjà un groupe d'amis. Bon bah à demain alors. Ils se sont éloignés en me disant au revoir avec enthousiasme, en faisant de grands signes, et se sont mis à courir dans la nuit pour rejoindre leur maison. Soudain, l'atmosphère parut très calme, et l'air vraiment frais. C'était plutôt intimidant de se retrouver sous l'immense ciel noir pour moi qui avais passé la majeure partie de ma vie dans des espaces confinés. Mais en même temps, le sentiment de liberté était exaltant. Les fenêtres éclairées des grandes maisons aux murs robustes dans lesquelles mes nouveaux amis avaient disparu paraissaient très tentantes quand je me suis éloignée dans les ténèbres de plus en plus profondes à la recherche d'un endroit où passer la nuit. J'ai réalisé que je n'allais pas avoir le temps de me construire un abri comme je l'avais imaginé, mais il fallait quand même que je trouve un moyen de me protéger du froid.
L'hiver n'était pas si loin et l'air perdait rapidement la chaleur et la journée. Mon chemin n'était éclairé que par la lune et les étoiles, et je distinguais vaguement la silhouette des arbres dans l'obscurité. Puis, j'ai trouvé une ligne de chemin de fer et j'ai décidé de suivre la voie ferrée pour être sûr de ne pas me perdre dans, le- dans les ombres des arbres alentours. J'avais emporté une lampe torche que j'avais trouvée dans le sac d'un élève au vestiaire, mais je ne voulais pas user les piles inutilement puisque j'ignorais dans combien de temps j'aurais la possibilité de les remplacer. Je craignais également d'attirer l'attention sur moi. Je n'avais parcouru qu'une centaine de mètres lorsque j'ai vu une cabane au bord de la voie. La porte n'était pas verrouillée. Je me suis faufilée à l'intérieur en dirigeant le faisceau de ma lampe torche vers les parois. J'ai vu du matériel recouvert de poussière qui semblait traîner là depuis des années. Des traverses, d'énormes blocs de bois de charpente qui n'avaient certainement pas bougé depuis que la voie avait été construite. Il était fort peu probable que quelqu'un utilise encore cette cabane et encore moins la nuit. Ça sentait le goudron et l'huile, mais j'avais dormi entourée d'odeurs bien pires autrefois. Parfois, me suis-je dit, ma petite maison dans la nature. J'ai poussé la porte pour la refermer derrière moi. Non, pardon. Parfait, me suis-je dit, ma petite maison dans la nature. J'ai poussé la porte pour la refermer derrière moi. J'ai enlevé quelques toiles d'araignée et j'ai réussi à me trouver un coin au sec pour m'allonger. Comme j'avais marché pendant 7 heures, puis j'avais joué au foot, je n'ai pas mis longtemps à m'endormir profondément. Au cours de la nuit, je me suis réveillée de temps à autre à cause du froid. Lorsque le jour s'est levé et que j'ai passé la tête par la porte, la campagne était aussi déserte que la veille au soir, quand je me suis couchée. Les seuls sons venaient du vent et des oiseaux dans les arbres. J'ai décidé d'explorer mon environnement et je suis allée cacher mon sac à dos dans les buissons tout près. Je ne voulais pas le porter, mais je craignais que des ouvriers ne viennent dans la cabane pendant la journée et ne le trouvent si je l'y laissais. Il contenait tous mes biens. Je ne pouvais pas me permettre de les perdre. Comme mes nouveaux amis étaient à l'école pendant la journée, j'ai passé le temps jouant tout seul dans les bois. J'appréciais ma nouvelle liberté. Mais j'avais épuisé toute ma réserve de nourriture que j'avais apportée du réfectoire, et la faim n'a pas tardé à me tenailler. Mon ventre s'est mis à gargouiller comme les grondements de tonnerre, encore loin d'un orage sur le point d'éclater. J'étais impatiente de revoir John et les autres enfants après la sortie de l'école, et j'ai attendu devant leur maison pendant une éternité, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin. Quand John et sa sœur ont franchi le portail de leur maison, j'ai vu qu'ils me cherchaient, qu'ils espéraient vraiment me voir, qu'ils avaient envie de me parler, et je m'en réjouis. Bah, où est-ce que tu habites? A demandé John tandis que nous attendions les autres. Parce qu'on connaît tout le monde dans le coin. Là-bas, ai-je dit en tendant les mains, tendant le bras dans le vague, impatient de changer de sujet. Mais hier soir, tu as dit que c'était là-bas, a-t-il protesté, visiblement perplexe, mais aussi intrigué. Ben, dans une ferme de l'autre côté du pont, ai-je dit, parce que j'étais passé devant plusieurs bâtisses dans la journée. Ah ouais? Laquelle? Demandait sa sœur, tout aussi intriguée. Nos parents connaissent tous les fermiers. À l'évidence, ils avaient parlé de moi à la maison, et leurs parents s'étaient montrés intéressés. J'ai commencé à paniquer légèrement, mais je me suis forcée à garder mon calme. Bon, d'accord, ai-je dit, incapable de trouver un moyen de m'en sortir. Je vais être franc avec vous. Promettez-moi que vous ne direz rien à personne. Ils ont hoché la tête solennellement et ont ouvert de grands yeux, impatients d'entendre ce que j'avais à leur raconter. Tous les enfants aiment qu'on leur confie des secrets. J'ai fait une fugue. C'était la première fois que je prononçais le mot à voix haute, et j'ai été surpris moi-même par sa portée dramatique. Ils sont tous deux restés bouche bée, et il y a eu quelques secondes de silence, le temps pour eux de digérer l'information. Puis ils m'ont essayé de questions. Pourquoi? D'où viens-tu? Mais qu'est-ce que tu as fui? Où est-ce que tu dors? Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai expliqué que ma mère me battait et menaçait de me tuer. Si les policiers me trouvent, ils me ramèneront à la maison. Et là, elle va vraiment me faire du mal. Très mal.
Je leur ai fait promettre plusieurs fois de ne rien dire à personne, pas même aux membres de leur bande, mais l'information était trop savoureuse pour qu'ils parviennent à la garder pour eux. 5 minutes après leur arrivée, les autres enfants du groupe étaient tous au courant. Je suppose que tous les enfants rêvent de faire une fugue un jour. Maintenant qu'ils avaient rencontré quelqu'un qui avait réellement fui, ils voulaient faire partie de l'aventure eux aussi. Le match de foot était complètement oublié. Ils voulaient rester assis autour de moi et discuter de mon avenir. Tout le monde parlait en même temps. Bon, a dit John au bout d'un moment. Nous allons faire un pacte. Nous n'en parlerons à personne et nous veillerons sur toi. Nous nous sommes éloignés des maisons pour éviter que quelqu'un ne surprenne notre conversation. Puis ils m'ont fait asseoir et m'ont demandé de leur raconter toutes les horreurs que maman me faisait subir. Ils m'écoutaient, bouche bée. Je n'aurais pas parlé des sévices sexuels que je subissais, juste des coups que je recevais et du fait que j'étais parfois enfermée pendant des jours dans l'obscurité sans rien manger. Il était évident qu'aucun d'entre eux n'avait soupçonné jusque-là qu'on puisse maltraiter un enfant. Aucun d'eux ne pouvait imaginer avoir une mère comme la mienne. Elle devait leur faire penser à un personnage de film d'horreur, ce qui résume bien ce qu'elle fait au fond. J'ai vu qu'ils étaient vraiment choqués et qu'ils voulaient sincèrement m'aider. Où est-ce que t'as dormi hier soir a voulu savoir la sœur de John. J'ai montré la cabane au bord de la voie ferrée. Mais il fait vraiment froid là-dedans. J'ai haussé les épaules et hoché la tête. Un peu. Mais je vais te dire ce qu'on va faire. C'est elle qui prenait maintenant la situation en main. On va retourner à la maison et piquer quelques couvertures pour toi. Non, non, non. Attends, j'ai une meilleure idée, a dit John, la dépassant de son enthousiasme. On t'introduit dans notre maison et tu peux te cacher sous mon lit. On pourra t'amener à la cuisine et te donner à manger quand papa et maman seront partis. Je commençais sérieusement à paniquer. Si nous en tenions à leur plan, un adulte ne tarderait pas à soupçonner quelque chose et à poser des questions. Ces enfants ne semblaient pas particulièrement aptes à résister à un interrogatoire. Ils considéraient cette histoire comme un vulgaire jeu, comme n'importe quel enfant issu d'une famille normale le ferait. Mais pour moi, c'était très sérieux, une question de vie ou de mort. Si je me faisais attraper maintenant et que la police me ramène à la maison, j'étais convaincue que maman deviendrait complètement dingue et serait capable de me tuer dans sa rage. Je pense pas que ça marche. Et je dis, ne voulant pas paraître ingrat. Mais j'ai plutôt faim. D'accord, a dit John en se levant d'un bond. On va te préparer un festin. Ne faites pas de folie, hein, ai-je dit. Prenez rien qui risque d'attirer l'attention de vos parents. Il ne faut pas éveiller leurs soupçons. Malgré mes supplications, ils avaient déjà pris leur décision, et ils étaient trop excités pour écouter mes mises en garde. Ils sont partis à toute vitesse en direction de leur maison, ils m'ont dit de les attendre dans ma cabane. Une fois chez eux, ils sont devenus complètement fous. Ils ont vidé les placards de leurs parents, m'ont apporté des draps à profusion, des sacs en plastique remplis de nourriture, transformant ma cabane en un petit chez-soi à mi-chemin entre un camp d'enfants et la caverne du Père Noël. Ils n'avaient certes pas pensé à tout dans leur enthousiasme, et m'a fait par exemple apporter une boîte de haricots blancs à la sauce tomate sans ouvre-boîte. Néanmoins, j'avais suffisamment de nourriture pour me rassasier, et j'ai mangé tandis qu'ils continuaient à jacasser, élaborant des plans pour mon avenir, me promettant de s'occuper de moi et de me cacher. J'avais de nouveau l'impression d'être traité comme un chien, mais cette fois-ci c'était un chien chéri, choyé et non méprisé. Tu seras notre meilleur ami fugueur, m'ont-ils dit en me montrant fièrement tout ce qu'ils avaient volé pour moi. Et on dira à personne que tu es ici. D'après ce que j'avais vu jusqu'à présent, ils ne semblaient pas vraiment capables de taire un secret aussi exaltant à leur famille, mais c'était malgré tout très agréable d'être le centre d'une attention amicale. J'étais également heureux d'avoir quelques couvertures et des provisions. Le contraste entre la façon dont ils s'occupaient de moi dans cette cabane et la façon dont maman, Amani et les autres m'avaient traité autrefois, alors que je n'étais qu'un petit enfant, m'a touché, mais m'a aussi attristé. Pourquoi ma famille ne voulait-elle pas prendre soin de moi ainsi? J'ai décidé d'arrêter de me soucier de choses contre lesquelles je ne pouvais rien et de profiter de cette aubaine pendant quelques jours avant de me poursuivre ma route. Je me suis dit que toutes les souffrances que j'avais endurées étaient derrière moi et que je n'avais plus besoin d'y penser.
Mes nouveaux amis étaient à l'évidence nerveux à l'idée de me laisser tout seul cette nuit-là, et n'avaient pas envie de rentrer chez eux. Je suppose qu'ils auraient aimé camper ici avec moi et partager mon aventure un peu plus longtemps, mais plus l'heure avançait, plus je craignais que leurs parents ne finissent par se demander où ils étaient et ne partent à leur recherche. Je les ai suppliés de rentrer chez eux avant qu'il ne soit trop tard. Et si un étranger passait par là et te faisait du mal a demandé la sœur de John. Tous mes amis ont hoché la tête. Mais je vous dis que ça ne risque rien, ai-je affirmé, voulant à tout prix qu'ils partent. Il fait nuit, personne ne me verra. Hum. Ouais, les animaux sauvages qui rôdent par là pourraient te manger, a avancé un autre. Mais non, vraiment, ai-je insisté. Tout va bien se passer. J'ai continué à leur dire qu'ils n'avaient aucune raison de s'inquiéter et qu'ils pouvaient partir l'esprit tranquille, mais j'ai insisté sur le fait qu'ils ne devaient parler de moi à personne. Ils me l'ont promis et je sais qu'ils avaient l'intention de faire de leur mieux. Enfin, ils ont accepté à contre-cœur de me laisser, et, ayant la sensation agréable d'avoir le ventre bien rempli, j'ai pu m'installer bien au chaud pour la nuit. Les jours suivants, mes amis sont venus me voir tous les soirs après l'école, m'apportant toujours plus de provisions, beaucoup plus que je ne pouvais en manger. Le 5e soir, John m'a pris à part et m'a fait une nouvelle proposition. Pourquoi tu viendrais pas vivre avec nous a-t-il suggéré. J'ai compris qu'il avait beaucoup réfléchi et qu'il en avait parlé avec sa sœur. Tu pourrais être mon frère aîné. Si je dis à ma mère et à mon père que ta maman est méchante avec toi, ils pourraient t'adopter et tu pourrais rester avec nous pour toujours. Son offre était certes tentante, mais j'étais suffisamment grand et j'avais suffisamment d'expérience pour savoir que les chances de me faire adopter ainsi étaient plus minces. Maman ne m'abandonnerait jamais, à part si on lui donnait beaucoup d'argent pour compenser ses pertes financières. Je pouvais encore lui apporter beaucoup, et, comme elle était loin de vouloir mon bonheur, elle ferait tout pour m'empêcher d'être heureux. J'avais du mal à croire que les parents de ces enfants seraient prêts à accueillir un gamin fugueur qui avait des difficultés à l'école et des problèmes comportementaux juste parce que leurs enfants le leur demandaient. Non, ai-je dit d'un ton un peu trop véhément. Je suis heureux ici. Vraiment. Ce soir-là, John a décidé qu'il devait m'apporter un plat chaud pour changer. Assis avec ses parents autour de la table, il a mis en cachette des pommes de terre sautées dans un sac puis leur a annoncé qu'il devait aller aux toilettes. Il a ensuite foncé jusqu'à la cabane pour me les donner avant qu'elles ne refroidissent. Mais lorsqu'il est retourné à table 10 minutes plus tard, sa mère a voulu savoir où il était parti. Bah, j'étais aux toilettes, a-t-il menti. Non, ce n'est pas vrai, a-t-elle dit. Je t'ai vu dehors. Il y avait un chien errant, a-t-il dit en réfléchissant à toute vitesse pour trouver une explication convaincante. Il m'a fait de la peine. Malgré l'histoire crédible qu'il avait trouvée, sa mère avait des soupçons. Elle avait déjà remarqué que beaucoup de provisions avaient disparu de son placard depuis quelque temps et elle a senti qu'elle tenait une piste. Elle savait très bien que son fils ne pouvait pas nourrir un chien errant avec des haricots blancs en conserve, du pain, des bouteilles de lait et des paquets de céréales. Elle a continué à l'interroger jusqu'à ce que, incapable de lui mentir plus longtemps, il lui avoue toute l'histoire. Je pense qu'il était soulagé de ne plus avoir tout ça sur la conscience. Ce n'était pas le genre de garçon à mentir à ses parents, même si c'était pour une bonne cause à ses yeux. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans la maison de mon ami, et m'apprêtant à passer une bonne nuit de sommeil, je me suis couchée sous les couvertures. J'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond quand j'ai été réveillée quelques heures plus tard par des bruits de pas dehors qui faisaient crisser les cailloux entre les traverses de la voie ferrée. Immédiatement, sur le qui-vive, j'ai jeté mes couvertures et je me suis agenouillée vers la porte. J'ai regardé ce qui se passait dehors à travers une fente dans le bois et mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse tandis que j'essayais d'évaluer le danger. J'ai vu le faisceau d'une lampe torche se diriger vers moi. La silhouette qui la tenait était trop grande pour être celle d'un des gamins. Le pas était lourd et ressemblait à celui d'un homme adulte. Ne sachant que faire d'autre, je me suis appuyée de tout mon poids contre la porte en la bloquant avec mon pied, essayant ainsi de gagner quelques secondes pour réfléchir. J'ai pensé d'abord qu'il s'agissait d'un ouvrier chargé de la maintenance de la voie qui devait effectuer des travaux pendant la nuit. Je me suis dit que j'allais ouvrir la porte et passer en courant devant lui avant qu'il n'ait le temps de m'empoigner et que ses collègues ne fassent irruption. Les pas se sont arrêtés juste devant la porte. J'ai vu un mince
de lumière à travers la fente et je me suis immédiatement écartée. Qui est là? A demandé une voix d'homme. C'est toi, Joe? J'étais complètement déroutée. Comment cet étranger pouvait-il connaître mon nom? Je suis policier. Allez vous faire foutre! Ai-je crié, incapable de trouver quelque chose d'intelligent à dire dans de telles circonstances. J'ai pensé aux policiers qui venaient me voir dans la cave et dans la maison de Douglas, et j'ai frémi l'idée d'être arrêté et de retomber entre les mains. Il y a quelques personnes qui se font du souci pour toi, a-t-il insisté. Il parlait d'une voix douce, où perçait une certaine inquiétude, et je m'étais déjà fait avoir auparavant, et je n'allais certainement pas retomber dans le panneau, pas maintenant que j'avais goûté à la liberté. Mon cul qui se font du souci! Ai-je crié. Allez, Joe, ouvre la porte, s'il te plaît. Il faut que je vois si tu vas bien. Je vais bien, alors fous-toi le camp d'ici maintenant! Mais je dois vraiment m'assurer que tu vas bien. Ouvre la porte, s'il te plaît. Ne me force pas à l'enfoncer d'un coup de pied. Je ne veux pas risquer de te faire mal. Je suis vraiment un policier. Si tu en trouves la porte, tu pourras voir mon uniforme. Ces gens là-bas sont tes amis et ils s'inquiètent pour toi. Pff, les putains de balances, ouais! Ai-je crié. Je veux pas rentrer chez moi, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Oubliez mon existence, s'il vous plaît. Je peux pas, mon petit gars, désolé. Mon devoir est de veiller à ce que tu sois protégé. J'ai compris qu'il n'allait pas changer d'avis et partir. Si je restais là, j'étais prise au piège. S'il entrait, je serais acculée et il me serait plus difficile de m'enfuir que si j'étais dehors. J'ai décidé d'ouvrir la porte, de lui faire croire qu'il m'avait convaincue avec ses arguments et sa promesse de protection. Je suis sortie avec mon sac sur les épaules et il m'a immédiatement saisi le poignet pour m'empêcher de m'échapper. Je n'aimais pas cette sensation après avoir passé ces quelques jours en liberté. Cela me rappelait toutes les autres fois où une main d'adulte m'avait empoigné et m'avait fait aller dans telle ou telle direction. Toutefois, je ne me suis pas débattue. Ça ne m'aurait rien apporté, si ce n'est qu'il aurait encore resserré sa poigne. Il était trop fort pour que je puisse me dégager. Il ne me restait plus qu'à espérer qu'une occasion allait se présenter et que j'allais pouvoir m'enfuir avant qu'il ne me mette sous les verrous. Pour rejoindre la route, il fallait franchir une côte plutôt raide. J'ai vu qu'il avait quelques difficultés, que ses pieds glissaient et qu'il n'avait qu'une main libre pour s'aider quand il perdait l'équilibre. Vous n'êtes pas obligé de me tirer le poignet aussi fort! Ai-je protesté en réalisant qu'il lui serait difficile de négocier cet obstacle en me tenant d'une main. Je vais pas m'en aller! Tu ne vas pas t'enfuir? A-t-il demandé hésitant en me laissant un peu plus de liberté. Tu me promets? Bien sûr que oui, je vous le promets. J'ai pensé que tous les autres faisaient des promesses qu'ils n'avaient pas l'intention de tenir. Alors, pourquoi ferais-je différemment? Je voulais tenter tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas retomber dans les griffes de ma mère. Dès que j'ai senti ses doigts se desserrer, je me suis dégagée et je me suis élancée dans la nuit. Je l'ai entendu crier après moi: Joe, reviens ici! Mais je ne me suis pas retournée. La peur et le désespoir ont dû me donner un véritable élan, un incroyable sursaut d'énergie, car je n'ai pas tardé à disparaître de sa vue dans l'obscurité après avoir trébuché plusieurs fois sur des obstacles que je n'avais pas vus. Il s'est traîné derrière moi, mais bientôt je n'ai plus rien entendu, et le faisceau de sa lampe torche a fini par disparaître lui aussi. La peur donne une énergie surprenante quand on en a besoin. J'ai appris plus tard que la police m'avait cherché pendant 2 jours, et j'ai bien vu quelques voitures de patrouille passer depuis mes différents postes d'observation, mais les policiers ne semblaient pas mettre tout leur cœur à l'ouvrage. Ils pensaient sans doute que je finirais bien par réapparaître, que je n'étais pas armée pour survivre très longtemps tout seul dans la nature. Quand j'ai été certain d'avoir semé le policier, j'ai ralenti et tourné en rond dans les bois jusqu'à ce que je tombe sur un terrain de camping désert. J'ai trouvé une cabane en rondin vide qui avait été verrouillée pour l'hiver. Le verrou n'était pas très résistant et j'ai réussi à le faire céder en donnant un gros coup de pied dans la porte. La cabane était plus confortable que la précédente. Il y avait même un lit sur lequel je me suis jetée. Encore tout essoufflé des efforts que je venais de fournir, l'intérieur était propre et sec, mais il y faisait froid, et je n'ai pas tardé à frissonner une fois que mon corps a retrouvé sa température normale après ma course dans la nuit.
Tous mes draps et couvertures étaient restés dans l'ancienne cabane. Il n'aurait pas été très prudent d'y retourner le lendemain, car la police l'avait peut-être laissé sous surveillance. J'ai pensé aussi que les familles des enfants iraient certainement récupérer leurs biens. J'ignorais dans combien de temps quelqu'un allait venir pour ouvrir la cabane en vue de la saison touristique, mais j'ai pensé que je pourrais au moins m'y cacher jusqu'à ce que la police ait cessé de me rechercher. J'ai passé plusieurs jours dans cette cachette et je me suis nourrie des provisions que j'avais mises dans mon sac, les rationnant avec soin pour les faire durer le plus longtemps possible. Je n'ai vu personne ni pendant la journée ni pendant la nuit. Le dimanche suivant, je me suis promenée autour du camping vide pour faire passer le temps et je me suis occupée comme j'ai pu. L'endroit m'avait procuré beaucoup d'espace et de calme et j'avais eu tout le loisir de réfléchir. J'étais habituée à être seule, ce n'était pas du tout un problème pour moi. Je me suis contentée de traînasser, de chercher des choses à récupérer ou à manger, et personne n'était là pour me déranger ou me donner des ordres. Je ne pensais pas trop à l'avenir, mais j'imaginais sans doute que j'allais passer les prochaines années à bouger d'un endroit à un autre, en dérobant la nourriture dont j'aurais besoin. Peut-être pourrais-je même trouver un job de temps à autre pour me faire un peu d'argent de poche. J'étais tellement heureux d'être seul dans les bois plutôt que chez moi ou dans la maison de Douglas que je ne pensais pas à grand-chose d'autre. Pete me manquait parfois et je me demandais aussi comment allait Thomas. Je n'étais pas aussi proche de lui que Pete, mais je savais qu'il n'avait pas la vie facile à la maison et j'étais inquiet pour lui. Le soir commençait à tomber quand j'ai entendu des voix d'enfants dans les bois tout près de la cabane. Je me suis immédiatement réfugiée à l'intérieur et j'ai regardé par le coin de la fenêtre pour voir s'il y avait des adultes avec eux. Quand ils sont apparus, j'ai vu que c'était John et sa sœur. C'était eux qui m'avaient dénoncé, j'en étais certain. J'aurais dû me terrer à l'intérieur et attendre qu'ils s'en aillent, mais j'étais tellement furieux contre eux, tellement fâché qu'ils aient dit où je me cachais aux adultes après toutes les promesses qu'ils m'avaient faites, que je n'ai pas pu m'empêcher de sortir pour leur montrer de quel bois je me chauffais. J'avais peut-être aussi tout simplement besoin de parler à quelqu'un pour oublier mon ennui et ma solitude. Ils ont sursauté quand j'ai surgi sur le sentier devant eux. Pourquoi m'avez-vous dénoncé ai-je demandé. Vous dites que vous êtes mes amis, que vous voulez convaincre votre famille de m'adopter, et la première chose que vous faites, c'est me dénoncer. Ben, je me faisais du souci pour toi, a dit John, à l'évidence ravi de m'avoir retrouvé, mais un peu inquiet de ma réaction. Un peu inquiet de ma réaction. Il ne voulait pas me faire fuir à nouveau. Mais tu es parti, ils te cherchent partout. Il y avait une équipe de secours et tout le tintouin. Je ne suis pas resté furieux bien longtemps. Lorsque je me suis calmée, ils m'ont promis que cette fois ils ne diraient rien à personne. Mais je savais que je ne pouvais pas les croire. Je ne pouvais faire confiance à personne. Et chaque fois que j'oubliais cette règle, je me faisais avoir. Tu veux qu'on aille te chercher des couvertures et de quoi manger a demandé John. Laissez-moi donc tranquille, ai-je dit, n'osant pas y aller trop fort. J'ai compris qu'ils n'en avaient nullement l'intention malgré mes supplications. Ils aimaient trop cette sensation d'aventure et semblaient sincères, inquiets pour moi. Bon, d'accord. Rentrez chez vous et rapportez-moi un peu de nourriture. Reste ici avec Joe, a dit John à sa sœur. Je reviens. Je pense qu'ils ne me faisaient pas vraiment confiance non plus et qu'ils craignaient que je ne m'enfuie dès qu'ils auraient le dos tourné. Mais ils comprendront tout de suite si tu rentres tout seul. Et que tu reparles de la nourriture, a dit sa sœur. Ils s'attendent à nous voir tous les deux. Ouais, d'accord, a-t-il dit d'un ton sceptique. Tu me promets que tu partiras pas, Joe? Ouais, je te le promets. Ai-je menti? Dès qu'ils ont disparu, j'ai pris mon sac et je me suis enfuie dans les bois. Je n'accorderai ma confiance à personne si cela me faisait courir le risque d'être ramenée à la maison. Je ne doute pas de leurs bonnes intentions. Je savais juste qu'il y avait de fortes chances pour que les adultes les surveillent et qu'ils comprendraient immédiatement ce qui se passait s'ils voyaient la nourriture disparaître de leur maison.
Il fallait que je reste seule si je voulais être en sécurité. Il n'y avait pas d'autre solution. C'est ainsi que je devais vivre, jusqu'à ce que j'atteigne la majorité et que la police ne s'inquiète plus de moi. Merci à tous pour votre présence. Je vous souhaite une agréable après-midi, puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous, bisous.